Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission d'Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Un podcast qui démarre on ne peut mieux aujourd'hui puisqu'il se passe sur le patronage d'un homme que nous recevons, qui est en face de moi. Je le vois, vous ne le voyez pas, je le vois, vous ne le voyez pas. Un homme aux cheveux longs, un homme barbu. Une figure médiatique? Non, il ne s'agit pas d'Aymeric Caron, qu'on recevait en fin d'année dernière. Non, cet homme qui se tient aujourd'hui dans nos studios, c'est Frédéric Becbédé, figurez-vous. Bonjour Frédéric. Bonjour Ouzbek Erika. Alors j'ai dit figure médiatique, mais pas seulement. Frédéric Becbédé, c'est un journaliste, un chroniqueur, un animateur, mais aussi un écrivain. Et le fait de le recevoir aujourd'hui fait sur ma personne l'effet d'une Madeleine. Eh oui, dans mon groupe de potes de lycée de province, on se refilait Nouvelles sous ecstasy où l'amour dure 3 ans entre 2 visionnages de Trainspotting ou d'Orange Mécanique. Puis 99 francs à l'époque où certains n'étaient pas encore entrés en école de commerce. Becbédé, c'était, et c'est encore, l'incarnation du cool à la parisienne, capitale qu'on percevait un peu comme une Babylone avant d'y monter nous-mêmes, comme on dit, et de découvrir ses atours et ses nuits, d'en revenir pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, Frédéric Becbédé a 52 ans, nous on est aussi un peu plus vieux, et si on le reçoit au Ouzbek Erika, c'est pour évoquer son dernier ouvrage. Alors pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un récit enlevé que certains qualifient un peu paresseusement de gonzo, dont le thème central est le transhumanisme. Ou plus précisément la quête de l'alter ego de Frédéric Becbédé pour vaincre la mort et rallonger sa vie. Notre invité y fait œuvre de pédagogie, de vulgarisation scientifique sur des sujets parfois très complexes et qui nous intéressent aussi. Alors, ça y est, le transhumanisme est devenu mainstream. Il va falloir qu'on se mette à une quête d'autres marges et d'autres pensées à explorer, ou pas d'ailleurs, puisque d'ici là, on a de quoi dire. On va évoquer cet ouvrage en compagnie du camarade rédacteur en chef Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. Et donc de Frédéric Becbédé à qui l'on souhaite une grande bienvenue chez Ouzbek Erika. Merci beaucoup. Alors, ma première question, Frédéric, elle va être simple. J'ai envie d'entamer la conversation par une question. Vous avez vu la lumière ? Vous vous êtes converti à la religion transhumaniste, ça y est ? Pas du tout. C'est d'ailleurs très limitatif de parler de transhumanisme. En fait, il s'agit simplement de biologie, de génétique, de science, de médecine. Ouais. Et je trouve ce terme assez péjoratif pour moi, puisqu'il recouvre des gens qui sont presque sectaires, des pensées très farfelues. On y met un peu tout ce qu'on veut oui. dans le terme, sous le terme transhumanisme. Oui, je pense qu'au départ, le terme a été inventé par le frère d'Aldous Huxley, je crois. Et aujourd'hui, il est devenu... il rassemble des choses très disparates. Donc, je préfère dire simplement, c'est un livre sur un homme qui veut devenir un surhomme et puis qui finalement s'aperçoit que c'est mieux d'être un simple père de famille. C'est déjà pas mal. Il y a déjà du boulot. C'est déjà une forme de surhomme. Voilà, exactement. C'est ce que je pense. C'est même un super héros. En plus, transhumaniste, c'est un moyen de ne pas dire Übermensch, qui est le mot gênant. Absolument. Puisque, il y a un gros impensé. Voilà, le sujet de l'augmentation de l'homme, de la création d'une race supérieure, a déjà été essayé dans les années 30 et 40 avec, je crois, quelques dégâts. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il est important de parler de ce qu'on va faire d'Homo sapiens dans les décennies à venir, et c'est ce que vous faites dans votre journal et dans vos travaux, et c'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous. Alors ce livre, donc Une vie sans fin, quel a été le déclic ? À quel moment ? Parce que Guillaume l'a dit, vous êtes romancier, habitué à la fiction. Là on est sur un livre qui est mi-essai, mi-enquête, mi-fiction. Une forme très hybride, oui. Et sur un sujet que vous n'aviez pas abordé jusqu'à maintenant, donc celui de l'immortalité, de la vie sans fin. C'est quoi le déclic ? Est-ce qu'à un moment, vous avez vu des gens aussi disparaître autour de vous ? Vous avez eu cette peur de la mort qui a commencé à se faire plus sensible qu'il y a 10 ou 20 ans ? Alors, en fait, tous mes livres sont obsédés par la trouille de mourir quand même. Hein. J'avais fait Windows on the World, un livre sur le 11 septembre, dont les personnages mouraient tous. Octave, dans 99 francs, meurt
meurt à la fin, se suicide. Bon, on le retrouve dans un livre plus tard. Alors, j'ai pas très bien compris comment il avait fait, mais c'est pas très grave. Non, c'est vrai que j'ai toujours eu une inquiétude du temps qui passe, même dans L'amour dure 3 ans. Vous voyez, cette espèce d'obsession de la finitude des choses. Je rappelle, c'est toujours un peu ridicule de s'auto-citer, mais la première phrase de 99 francs, c'est « Tout est provisoire, l'art, la planète Terre, l'amour, vous, moi, surtout moi ». Et donc, alors, La trouille de mourir, ça m'a toujours obsédé. Là, la différence, c'est 2 choses. D'abord, mes parents sont tombés malades à un moment, puis c'est vrai que j'ai perdu des amis. Et en plus, la science progresse à grands pas et on n'arrête pas de nous parler de découvertes qui pourraient doubler ou tripler la longévité humaine. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de romans là-dessus. Il y a des essais dont vous parlez d'ailleurs, Homo Deus par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a assez peu de fiction et il me semble que pourtant c'est un très vieux sujet de roman, puisque le premier roman jamais... On peut pas dire publié, mais jamais transmis, puisqu'il était gravé dans des tablettes en argile. C'est l'épopée de Gilgamesh. C'est déjà un gars qui a peur de la mort, qui veut trouver le secret de l'immortalité, et après, ça n'a pas cessé d'influencer tous les romanciers. Donc voilà, moi, j'ai pas fait un livre sur un sujet original du tout. La seule nouveauté, c'est que dans mon livre, c'est autobiographique et j'ai testé des procédures. Et puis en plus, Et en plus, les entretiens sont vrais avec des vraies personnes qui recherchent. Alors c'est une nouveauté, effectivement. Vous avez donné de votre personne pour ce livre entre le séquençage ADN, transfusion de sang au laser, le régime, Sandman. Alors je crois que vous n'avez pas fait la transfusion de sang tout court. Vous n'avez pas joué au vampire de la Silicon Valley, a priori. Non. Alors je m'étais inscrit dans cet endroit qui s'appelle l'Institut Ambrosia à Monterrey, dirigé par un type qui s'appelle Jesse Karmazin. Je suis sur la liste d'attente, mais ils peuvent m'attendre encore longtemps parce que je n'irai pas. Donc il y a une limite quand même à ce que vous avez pu expérimenter sur... C'est-à-dire, pour employer un terme prétentieux, mais je crois que c'est très important d'être prétentieux chez vous parce que c'est très sérieux, il faut être solide. Ils n'ont pas fait le Double Blind Placebo Controlled Randomized Clinical Trial, ce qui est la seule méthode de vérification d'une thérapie quelconque. Et tant qu'il n'y a pas ce test-là, ça n'est pas validé sérieusement. Et donc, je pense qu'il y a des risques. Il y a des risques à ce moment-là de choper une hépatite ou de choper une maladie inconnue. Donc, j'explique ce qu'ils font, c'est qu'ils transfusent du sang de jeunes à des personnes âgées. Donc, ils prennent du sang de personnes qui donnent leur sang contre de l'argent, là-bas c'est légal, des gens de 19 à 25 ans, et ils l'injectent pendant 4 heures quand même. À la santé irréprochable, sportif émérite, on ne sait, on l'espère. C'est difficile de savoir. Je suppose qu'ils font quand même des tests avant, mais on ne peut pas véritablement être certain de la qualité du sang de ces personnes. Surtout si elles le vendent contre de l'argent, c'est qu'elles ont probablement des problèmes d'argent, peut-être de logement. Et donc, voilà. Mais certains le font, et il paraît que Peter Thiel s'injecte du sang de jeunes régulièrement. Il a investi dans une de ces entreprises, par ailleurs. Je ne sais pas si c'est celle sur laquelle vous étiez sur la liste d'attente. Non, mais donc après avoir réactivé le mythe de Frankenstein, on réactive le mythe des vampires. Et dans les expériences que vous avez menées, c'est juste... Quelle expérience vous a le plus marqué ? Est-ce que c'est le séquençage de votre génome qui est juste finalement craché dans un tube et recevoir des... Ou est-ce que c'est quoi ? C'est le laser ? C'est le plus spectaculaire, le laser, parce que vous allez dans une clinique en Autriche et il y a des personnes en blouse blanche avec un accent allemand assez prononcé qui vous disent Now you must go into the laserization of your blood. Et donc on est allongé, et là c'est quand même pendant une bonne heure avec un laser dans la veine qui est d'abord jaune et puis ensuite rouge. Et puis c'est assez disco quoi. Et puis il y a le côté Dark Vador aussi, c'est assez plaisant. Et on sent disco de l'Autriche, qui manque un peu parfois dans les montagnes. C'est une expérience dont on sort renouvelée ou c'est purement un effet placebo ? Alors, mais je peux pas vous dire si c'est placebo ou non, mais je me suis senti assez régénéré pendant une bonne semaine. Et il paraît que c'est considéré comme un dopant. Les sportifs n'ont pas le droit de le faire. D'accord. Voilà, mais c'était pas non plus plus que ça. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils envoient des sels minéraux, de l'oxygène. Donc le laser, je ne sais pas s'il est vraiment utile ou si c'est juste un effet de cool.
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accélération des découvertes scientifiques, on ressent ça aussi, nous, en traitant cette actualité-là du futur, c'est-à-dire une espèce de noyade sous les innovations hyper spectaculaires qui nous promettent, voilà, un coup la cryogénisation, un coup le séquençage. Enfin, on est abreuvé de ces actus-là. On a du mal à voir leur transcription ou leur accessibilité au quotidien. Et est-ce que vous, quelque part dans votre démarche d'enquête et de récit un peu autofiction, il y a cette volonté aussi de faire le tri entre ce qui marche, ce qui marche pas, de faire OK, en fait, ça, la lasérisation du sang, c'est sympa, mais c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Par contre, ça, oui, et de faire un peu des recommandations, genre j'ai testé pour vous, il y a un côté un peu crash test de l'immortalité. Un peu marmiton de l'immortalité. C'est pas faux, c'est parce que je suis comme vous, journaliste, et que cette démarche-là m'amusait beaucoup, donc de passer en revue toutes les propositions qui existent. C'est vrai qu'il y a des choses très farfelues, il y a des choses aussi qui sont à l'étude, mais pas encore au point. À mon avis, la chose la plus intéressante, c'est la procédure Yamanaka, c'est-à-dire ce savant japonais qui a réussi à rajeunir des cellules, et ça c'est vrai, donc à prendre des cellules d'adultes et d'en faire des cellules iPS, donc des cellules souches, mais donc l'idée même qu'on puisse rajeunir des cellules est complètement dingue, et ils sont en train d'essayer sur des souris, et ça marche, donc maintenant ils vont passer aux chiens, puis aux humains, et on verra, mais si cette chose est possible et confirmé, ça signifierait qu'à l'âge de 50, 60 ans ou 70 ans, quand on est encore en forme, on peut décider de rajeunir de 60% et indéfiniment le refaire. Donc si ça marche. Alors, le problème dans ces cas-là, ça reste le cerveau a priori. C'est-à-dire qu'on peut difficilement rajeunir. On peut rajeunir ses cellules, on peut rajeunir ses organes, mais le cerveau reste, à mon sens, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, puisque je ne suis pas non plus un spécialiste complet, mais il me semble que même sur les facteurs Yamanaka, il y a un petit souci avec les cellules. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, on en parlera plus tard. Oui, parce que la limite du cerveau, c'est Jeanne Calment, 122 ans. Ouais. Donc c'est un petit peu court par rapport à mon projet à moi, qui est de vivre plusieurs siècles. Plusieurs siècles, c'est bien ça. Oui, mais tel le juif errant. Voilà, exactement. À travers les siècles. Mais justement, je serais le goy errant. Alors, parlons du goy errant que vous seriez. On a interviewé pour le dernier numéro d'Uzbek Erika un psychiatre spécialiste du rapport à la mort, qui s'appelle Christophe Fauré, qui nous a raconté des choses assez intéressantes sur la notion de deuil. Et il nous a dit notamment ça. Quelle serait la motivation d'une vie sans fin ? Les moteurs les plus classiques comme le succès, le plaisir physique ou l'argent sont des supports d'attachement qui finissent forcément par s'épuiser. Ils ne sont pas infinis, d'où la vanité évidente de l'immortalité. Oui. Est-ce que vous partagez ce constat-là ? Alors, au final, toute la philosophie nous explique la même chose, que la mort a un intérêt qui est de nous pousser à profiter de la vie, et que si elle n'existait plus, si cette mort n'existait plus, nous serions très malheureux. Il se trouve qu'on n'a jamais pu le vérifier. On n'a jamais pu essayer même de vivre plus de 122 ans. C'est le record mondial. Et donc, j'en sais rien. D'ailleurs, mon livre ne parle pas tellement d'immortalité, mais plutôt de longévité. Que se passerait-il si on mourait ? Oui, mais plus tard. Peut-être qu'on profiterait encore mieux de la vie, puisqu'on saurait qu'on a le temps, on serait peut-être moins frénétique, moins hystérique, et du coup moins avide d'écraser les autres. Peut-être que ça aurait d'énormes avantages. Je trouve que c'est un petit peu rapide de toujours nous expliquer que la vie est belle comme elle est, vous voyez, et que merci la mort, parce que grâce à la mort, on profite de la vie. Je trouve que non, moi je dis essayons autre chose, peut-être. Ce serait pas inintéressant il faut pas, en tout cas, fermer a priori l'idée d'une vie 2 ou 3 fois plus longue. La perspective de la lassitude, si c'est l'occasion de voyager à travers les siècles, dans le temps, dans l'espace. Il y a tellement de milliers de livres à lire, de films à voir, de pays à visiter, de gens à connaître. Non, moi je ne crois pas que la longévité soit contradictoire avec le bonheur ou le plaisir. Si elle se passe dans de bonnes conditions, notamment dans quel physique, état ? C'est toujours ça. Avec du sang lasérisé. Avec du sang lasérisé régulièrement. Du sang de jeunes vierges, de jeunes mannequins. ça c'est ton triple. C'est celui des vampires de la Silicon Valley, c'est pas du tout le mien. Le sang de jeunes vierges, c'est une idée de la comtesse Báthory, une Hongroise vers 1650, qui prenait des bains
bain de sang de jeune vierge et qui buvait aussi du sang de jeune vierge. Elle avait simplement commis une erreur, c'est qu'il faut se l'injecter dans son système sanguin. Et oui, mais elle a réussi à réactiver aussi tout le mythe autour du vampirisme. Vlad et ses amis. On la remercie d'avoir remis Vlad Tepes sur le centre de la... on parlait tout à l'heure de facteur Yamanaka, vous parlez aussi de télomères, de cellules ISP, de transfert de conscience, de CRISPR, de DBP, CRCT. Voilà. Vous faites une œuvre vraiment de pédagogie et sans recopier les fiches Wikipédia. Non. J'ai pas fait mon non, parce qu'elles sont incompréhensibles. Elles sont plutôt assez mal écrites. Elles sont pas très claires sur ces sujets. Mais je pense que les fiches Wikipédia sont rédigées par des chercheurs et du coup, qui font pas cet effort de s'adresser à des crétins dans mon genre. Parce que ce qui était amusant dans tous les entretiens que j'ai eus avec des grands savants, c'est qu'ils savaient qu'ils avaient en face d'eux un idiot. Et du coup, ils parlaient très simplement. Et moi, je n'ai eu qu'à traduire leurs propos, essayer de les raccourcir parce que c'était très long. Et donc voilà. Donc j'espère que si ce livre a une utilité, c'est d'expliquer notamment avec les ciseaux génétiques, ce genre de choses. Mais ça fonctionne parce que c'est compliqué. Moi, j'écris peu sur ces sujets. Vincent, qui n'est pas là, mais qui est dans la rédaction, le fait plus souvent. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. De faire œuvre de pédagogie. Le CRISPR-Cas9. Ouais, mais en fait, quand on y réfléchit, enfin, c'est assez amusant en fait. C'est assez amusant comment les découvertes se font. Et c'est par exemple les cellules souches, l'idée qu'ils ont fait fumer des clopes à des souris dans les années 50 et qu'ils ont découvert une tumeur dans laquelle il y avait des dents, des cheveux qui repoussaient à des endroits. Oui. Et donc, ils se sont rendus compte donc qu'il y avait forcément des cellules, ce qui est logique, des cellules qui fabriquaient tous nos organes, et que si on arrivait à recréer ces cellules-là, on pourrait les utiliser pour régénérer nos organes. Bon, finalement, c'est des idées assez simples, et puis ça donne des anecdotes marrantes. Oui, bien sûr. Aussi, l'idée qu'on se serve du sida pour véhiculer les mutations génétiques dans toutes les cellules, l'idée que le sida devient utile et peut même peut-être un jour guérir des maladies, est une idée assez folle, quoi, et assez belle. En dehors de vos entretiens avec tous ces chercheurs que vous citez d'ailleurs, c'est leur vrai nom, comme vous le dites dans votre propos liminaire au début du livre, vous avez vous-même lu des bouquins que vous pourriez conseiller sur ces questions-là, des bouquins de vulgarisation que vous pourriez conseiller à nos auditeurs et auditrices. Un des chercheurs avec qui j'ai beaucoup parlé, c'est André Choulika, qui est le CEO d'une société qui s'appelle Selectis, qui est à Paris et à New York, et qui travaille uniquement sur l'édition de génome, donc la réécriture de l'ADN. Et il a écrit un livre qui s'appelle Réécrire la vie. Ce titre est assez scandaleux, bien sûr, parce que derrière ça, il y a une idée très eugéniste, dont d'ailleurs il parle facilement, ça le dérange pas. L'idée qu'un jour, on pourra peut-être créer un humain parfait ou supérieur, ou en tout cas sans aucune mutation nuisible, défaillante. Et en tout cas, lui explique vraiment très clairement son travail dans ce livre. Donc Réécrire la vie d'André Choulika. Très bien. Avec une interview aussi de Monsieur Choulika sur le site d'Uzbek qu'on avait rencontré il y a 1 an et demi. D'accord. Où effectivement il nous parlait de ça, il nous parlait aussi d'OGM, puisqu'il est aussi sur il a une société qui s'appelle Calixte, qui fabrique des organismes génétiquement modifiés sans gluten, sans des pommes de terre qu'on peut faire frire sans risquer d'attraper le cancer, enfin des trucs comme ça. Et il explique que la biologie de synthèse sera bien plus révolutionnaire encore que l'augmentation corporelle telle qu'on l'imagine avec des prothèses ou des yeux bioniques. C'est vraiment un des chantres en France des promesses de la biologie de synthèse. Mais c'est d'ailleurs ce sur quoi vous insistez dans le livre aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation bionique. Vous explorez pas ce champ-là, vous restez vraiment sur la biologie de synthèse, le génome, etc., etc. Ah oui, vous voulez dire il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas de puce qui améliore la mémoire. Sauf à la fin. À la fin du livre, il y a l'idée qu'il se transforme un peu en un mélange de mutants et de machines. Mais non, j'ai pas été trop loin là-dedans, à part le robot. Il y a un personnage de robot qui m'a beaucoup amusé. Qui est plutôt amusant, effectivement, et qui part un peu en couille. Ça part en vrille. Oui, c'est le problème du machine learning, c'est que le robot s'adapte à ses interlocuteurs. Donc, si l'interlocuteur est un gros con, le robot devient un épouvantable beauf. Ce qui s'était passé avec le chatbot Tai de Microsoft, qui était devenu néo-nazi en moins de 2 heures sur Twitter. C'était une belle performance. Mais c'est vrai que ça va assez vite, oui. Un mot sur les transhumanistes, on en a parlé au début, justement sur cette fascination, on va dire, quasi religieuse pour l'allongement de la vie, l'augmentation du corps.
si jamais on se rend compte que ces technologies-là, ces recherches-là deviennent accessibles, que c'est faisable, que c'est pas juste une petite élite de milliardaires de la Silicon Valley qui peut aller se faire laseriser le sang, est-ce qu'on ne va pas y avoir un culte du transhumanisme qui viendrait concurrencer un petit peu les monothéismes traditionnels sur le marché de la vie éternelle? C'est la question qu'on a posée, nous, dans notre dernier dossier. Et il y avait cet écrivain, Pierre Ducrozet, qui a écrit L'Invention des corps, qui est justement un des rares romans c'est vrai, très bien. sur le sujet du transhumanisme. Que qui vous est avez assez primé, chouette. d'ailleurs. Oui. Et qui dit, dans le transhumanisme, il y a du messianisme, il y a des traces de Dieu, mais un Dieu un peu mélancolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le transhumanisme est une religion de passion triste? Est-ce que c'est une religion déjà? Je pense que c'est une religion qui veut concurrencer les autres. D'ailleurs, quand vous parlez avec des transhumanistes un peu intenses, il y a vraiment un côté gourou de secte. Hein. C'est assez effrayant. Je pense notamment à ces personnes qui se réunissent dans un des États des États-Unis, je sais plus où, qui ont créé un androïde et qui entourent cette espèce de robot terrifiant qui rêve d'immortalité, qui se mettent dans des tenues spéciales. Je pense peut-être qu'ils ont des relations sexuelles collectives. Enfin, en tout cas, ça a l'air intéressant. Ils sont ubosexuels, comme dans la série Real Humans. Mais je veux dire, j'ai rencontré un séminariste à la fin de mon roman. Je parle de lui. Il s'appelle Thomas Julien. Il existe et il m'a très bien résumé en une seule phrase la situation. Il dit finalement, les transhumanistes croient que l'homme peut devenir Dieu. Et les chrétiens, eux, ils aiment un Dieu qui s'est fait homme. Alors le choix, ça va être ça un peu, ça va être ce choix-là. Il va y avoir les humanistes, chrétiens ou non, musulmans ou non, enfin juifs ou non, peu importe. Il y aura d'un côté des humanistes et d'autres qui pensent que l'homme peut devenir Dieu, et ce sera les transhumanistes. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre ces deux personnes? Non, mais en tout cas, il est important qu'on en débatte. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'espèce humaine? Est-ce qu'on pense qu'il faut la protéger, la garder telle qu'elle est, ou est-ce qu'on peut accepter certains changements, et lesquels, et jusqu'où? Et justement, alors vous en pensez quoi de ça? Parce qu'il y avait par exemple Kevin Kelly, l'ancien rédacteur en chef de Wired, qui évoquait dans une interview il y a 2 ou 3 ans ce qu'il appelle le scénario Amish. Donc il pensait que avec les différentes avancées justement scientifiques et technologiques auxquelles on va faire face, certains humains vont choisir de se séparer du reste de l'humanité, qu'on perdrait l'unicité de l'espèce humaine, qu'on aurait d'un côté ceux qui ont effectivement une prothèse de bras, mais qui refusent de faire de l'eugénisme sur tout ce qui touche à la natalité, d'autres qui vont faire de l'eugénisme à fond les ballons et qui par contre vont refuser la moindre nanorobot circulant dans leur sang. Est-ce qu'on risque de perdre ça à l'avenir, c'est-à-dire le fait qu'on est quand même encore tous reliés malgré tous de la même espèce. Tous de la même espèce. On pourrait avoir une humanité divisée en sous-espèces. C'est une inquiétude qui a toujours existé, parce que à chaque fois qu'il y a un progrès scientifique, il y a des gens pour et des gens contre, et en général c'est quand même ceux qui sont pour qui gagnent. Hein. J'ai l'impression que c'est très difficile d'empêcher la science d'avancer. Là, il y a des états généraux de la bioéthique en ce moment. Je ne sais pas si vous y participez. On regarde ce qui se dit, mais j'ai l'impression que même les discussions sont assez en retard sur ce que moi j'ai pu entendre dans mon enquête. Alors, je réponds à votre question. Moi, je préférerais quand même que tout le monde qu'il y ait une loi, qu'il y ait une loi. Il y a des choses qu'on autorise, d'autres pas. Je ne sais pas si elle pourra être appliquée. Je prends un exemple sur le clonage. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà des clonages humains en Chine. C'est pas vérifiable, mais je sais qu'ils ont cloné un singe il y a 2 semaines. Donc si on arrive à cloner des singes, a priori les humains, c'est presque faisable. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait si les Chinois le font et pas nous? Autre exemple, des humains génétiquement modifiés, il y en a déjà, puisque il y a cette petite fille à Londres, Layla Richards, qui a été donc génétiquement modifiée et pour survivre à une leucémie. C'est une très bonne chose qu'on puisse guérir la leucémie. Ouais, bien sûr. Personne n'est contre, mais ça fait quand même que un jour elle aura des enfants, ces enfants auront aussi un génome modifié, et par conséquent, cette lignée-là appartiendra à une autre espèce que la nôtre. Bon, c'est peut-être pas grave, en l'occurrence là, pour moi ça me choque pas. Ça me choque pas plus qu'un vaccin. C'est une thérapie qui sert. Imaginez qu'on puisse guérir tous les cancers avec la thérapie génique.
tout le monde sera tout à fait d'accord pour qu'il y ait une nouvelle espèce génétiquement modifiée. Il n'y aura personne qui s'opposera à guérir des millions et des millions de cancers. A priori. Alors là, on est un peu rentré dans le champ de la prospective. Vous en faites dans Une vie sans fin, vous en faites sur 3 pages, dans mon souvenir. À un moment donné, vous vous projetez quelques années plus tard, et puis tout de suite après, paf, vous revenez. Oui. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît, qui vous fait envie? Est-ce que aller vraiment, parce que là vous faites l'état de l'art en fait en vous projetant un peu, mais est-ce que aller vraiment dans la science-fiction, est-ce que c'est un genre qui vous plaît? Est-ce que vous avez envie de creuser un peu ça? Bien sûr. Ouais. Vous savez, j'étais le premier invité des Bogdanov à temps X, avant votre naissance. Sacrée référence. Donc, j'ai toujours été un fan de science-fiction, que ce soit en littérature ou au cinéma. Donc ça m'a beaucoup amusé d'écrire ces pages-là. Pourquoi je n'ai pas fait tout le livre comme ça? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était précisément d'écrire quelque chose que je n'ai jamais lu, qui est véritablement une autobiographie, et puis que les passages les plus dingos, les plus futuristes soient vrais et possibles aujourd'hui. D'accord. Alors évidemment, à un moment, quand je parle avec tous ces gens, ça me conduit à essayer d'imaginer ce qui se passera dans 4 ou 5 décennies. Est-ce qu'il y aura des guerres entre les immortels et les mortels? Est-ce qu'il y aura des guerres entre les riches et les pauvres, entre les augmentés et les non augmentés, et les non augmentés, etc. Et alors, c'est quoi Bah oui, je dis le que gros risque? C'est quoi? Je prédis. Pauvre, prolétaire sans prothèse versus élite de milliardaires au sang pur. Ouais. C'est pas très original. Dans la SF, on le voit très souvent, ce genre de choses. Ouais, on en parlait au dernier podcast qu'on a fait sur les séries, justement. On se disait que c'était quand même un peu tarte à la crème, maintenant, cette coupure. Oui, bien sûr. Oui, mais parce que c'est assez bien vu. De même que dans Terminator, c'est assez bien vu d'imaginer une intelligence artificielle supérieure à l'homme et qui décide de l'éliminer. Bon, c'est ce que pense Elon Musk, qui d'ailleurs n'arrête pas de travailler à fabriquer des robots pour nous éliminer. Donc, ce garçon. Tout en disant que c'est dangereux. Voilà, est un peu contradictoire. Mais oui, l'idée, comme dans le film Elyséum, là, d'un monde à 2 vitesses, quoi, avec des milliardaires dans des jardins sublimes et une immense majorité de prolétaires mortels et dégueulasses. Elle me paraît exister déjà, en fait, cette réalité. Elle existe déjà. On est déjà sur une planète qui vit comme ça. Donc c'est une extrapolation assez réaliste. Et si les milliardaires de la Silicon Valley peuvent vivre 350 ans et que les autres vivent 80 ans. C'est la suite logique. C'est la suite logique de ce qui se passe actuellement, oui. Est-ce que vous avez du coup, cette appétence pour la science-fiction, vous disiez qu'elle est là de longue date. Quelles sont un peu les lectures ou les œuvres qui vous ont marqué? Et surtout, est-ce que là, vous avez envie de creuser ce sillon-là de l'anticipation, du futur? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou alors est-ce que du coup vous avez fait la question et donc maintenant le futur Non, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre de science-fiction parce que depuis mon enfance où j'avais lu La Nuit des Temps de Barjavel, Ravage, Le Voyageur imprudent, et puis ensuite beaucoup de romans américains, la trilogie des robots d'Asimov, 2001 d'Arthur Clarke. Bon, voilà, c'est pas très original. Les livres de Philippe K. Dick, les classiques aussi. Il y avait une collection qui s'appelait 1000 soleils, où il y avait les Chroniques martiennes de Bradbury, Fahrenheit 451, les livres de Wells, de Stevenson. Tout ça, évidemment, a influencé, j'imagine, l'écriture d'Une vie sans fin. C'est un peu un renvoi d'ascenseur à toutes mes lectures d'adolescents. D'accord. Est-ce que j'ai envie de continuer? Honnêtement, je ne sais pas. C'est passionnant et en même temps très difficile. C'est difficile d'abord parce que, en fait, ma grande peur, c'est d'être ennuyeux. Là, en l'occurrence, le fait que ce soit vrai, que ce soit des vraies rencontres avec des vrais chercheurs, à mon avis, rend la chose peut-être plus digeste, parce que ce qui est la grande difficulté de l'écriture de SF, c'est de ne pas perdre le lecteur dans des terminologies... un monde hyper complexe, oui, c'est ça. Sans rapport et sans repère avec le présent. Oui, alors un des plus grands, pour moi, visionnaires, c'était
son nom m'échappe, William Gibson. Oui. William Gibson, pour moi, avait même inventé un vocabulaire, inventé un monde. Il a inventé Internet, il faut le dire. Neuromancien. Il a inventé dans Neuromancien, il a imaginé un monde virtuel qui s'est mis à exister après, mais il a vraiment défini le monde actuel. C'est pour moi... La figure du hacker. Oui, tous les pirates, les cow-boys virtuels, enfin tout ça, la police du cybernétique. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Je pense que ça passe par une invention de langage, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans mon livre, les passages que je préfère, c'est les passages les plus scientifiques. C'est quand justement André Choulika me parle du sida comme d'un Ferrari, Ferrari pour transporter le génome modifié dans les cellules. C'est là où on atteint peut-être le moment intéressant littérairement de ce livre. C'est de créer un style de poésie médicale, quoi. Mais d'ailleurs, je me permets d'enchaîner sur la forme. Est-ce que vous pensez pas que votre récit aurait pu gagner à être justement un peu plus dépouillé, à faire le choix clair du gonzo-journalisme, puisque certains ont dit que vous vous inspiriez de ça, en retirant à la limite les passages sur vous, votre vie, votre œuvre, la télévision française, puisque finalement, malheureusement, à mon sens, c'est ce qu'on retient. Enfin, les derniers titres sur Google Actu qui vous concernent, c'est des guerres picrocolines avec des animateurs télé qu'on va pas citer ici. Mais est-ce que vous auriez pas, enfin, vous pensez pas que vous auriez, que le récit aurait gagné en densité, peut-être Je sais pas. Mon idée, c'était que le héros fasse un métier éphémère. Et donc j'ai réfléchi quel est le métier le plus provisoire qui soit. Animateur télé. En plus, je l'ai fait ce métier. Je sais que quand on disparaît des écrans, on est oublié le lendemain, et il n'y a pas de mémoire des émissions de télé, très peu, en fait, très très peu. Et donc je pensais que ça allait bien avec la quête de l'immortalité de ce personnage qui porte mon nom mais qui n'est pas vraiment moi. Et oui, alors du coup, je suis obligé, pour bien décrire son boulot et son dégoût de la télé, de parler de ses confrères. Et résultat, ça donne des clashs, des buzz et des trucs, mais qui n'ont finalement pas une grande importance. Mais bon, pour le roman, c'était bien parce on comprend mieux pourquoi il veut ne pas être éphémère. Il démissionne de son boulot. Il part dans cette quête d'éternité auprès de tous les savants dans le monde entier. Et puis finit par se transformer en autre chose au contact de sa fille notamment. C'est ça aussi, oui, c'est que la trame narrative repose aussi sur la présence permanente père-fille. On comprend aussi pourquoi à la fin, mais ça c'était quelque chose que vous aviez envie de creuser aussi, de parler de cette époque-là. Il y a le premier chapitre sur le selfisme notamment, qui est assez intéressant. Vous aviez envie d'apporter votre regard sur cette génération-là et son usage des réseaux sociaux, ou c'était quelque chose qui était plus anecdotique dans le... Non, parce que pour moi c'est lié. Pour moi, toute cette transformation de l'humanité, elle est liée. Il y a une première étape avec la connexion des hommes, avec donc Internet, où ils sont tout le temps accros, addicts à leur écran. C'est une manière aussi de les déshumaniser. Et puis une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux choses sérieuses, qui est la transformation corporelle, intégration peut-être de puces et connexion du cerveau à la Wi-Fi et tout ça. Enfin, tout le but, c'est quand même de supprimer. Il y a un complot, il y a une manipulation. Non, c'est pas un complot. Qui est ce Hills? Oui, vous avez raison, c'est vrai. Vous avez raison, il faut faire très attention à la manière de s'exprimer. Non, je pense absolument pas qu'il y ait un complot, mais je pense que nous, les êtres humains, nous ne défendons pas assez notre liberté. En fait, c'est bizarre, mais on s'en fout un peu d'être libre. On croit que c'est un acquis et on se rend pas compte que finalement, pour du confort, pour de la vitesse, pour de l'information ou pour simplement rencontrer des gens ou pour plein de raisons, on est en train de renoncer à notre liberté, notre vie privée, notre jardin secret, toutes ces choses assez précieuses. Ça vous étonne qu'il n'y ait pas plus de résistance sur ces sujets-là, sur la question des data, sur la question de créer des alternatives à la domination des GAFA? Ce qu'Alain Damasio appelle Big Mother, le cocon protecteur, qui n'est pas Big Brother qui nous surveille d'en haut, mais le cocon dans lequel on s'enferme nous-mêmes parce que c'est confortable comme la société de consommation et et si vous voulez,
Sans faire de théorie du complot, la publicité, par exemple, que j'ai beaucoup racontée dans 99 francs, à l'époque, en l'an 2000, elle est loin. Elle est sur des affiches, dans la télé, l'écran, mais pas encore dans notre poche toute la journée. Et maintenant, elle est dans notre téléphone, dans notre ordinateur. Elle s'immisce de plus en plus et elle est de plus en plus ciblée. Et donc, si la prochaine étape, c'est de transformer, d'intégrer les machines dans notre ADN ou dans notre corps, alors la publicité sera vraiment en permanence en nous, si vous voulez, elle aura gagné. Donc je pense pas qu'il y ait de complot, mais il y a juste une faiblesse de la résistance. Vous avez raison. Et par ailleurs, si George Orwell, puisque vous parliez de Big Mother, si George Orwell revenait aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas très très étonné de voir, bon, d'abord il serait content d'avoir eu raison peut-être, mais il serait étonné de voir que c'était pas un système totalitaire qui a créé la surveillance, mais les gens eux-mêmes ont eu envie d'être suivis. Il y a ce terme de followers. Les gens ont envie d'être pris en filature toute la journée et l'organisent eux-mêmes, se filment eux-mêmes, se photographient eux-mêmes. Donc, ont envie d'être victimes de cette surveillance. Alors, parce que quoi, ça donne l'impression d'exister, parce que c'est bon pour l'ego. Peut-être, il y a un plaisir narcissique, il y a cette invention dénoncée par certains fondateurs de Facebook eux-mêmes, des likes. C'est une invention qui donne une sorte de rétribution gratuite, qui ne leur coûte pas très cher, mais leur rapporte des milliards. Et tout ça participe en fait, de transformer 2 milliards de gens en Loana, c'est-à-dire des gens candidat de télé-réalité. Alors après, il faut pas. Enfin, moi, ce que je me dis quand on fait ce constat-là, qui est relativement triste, on en est à peine au frémissement d'un début des usages sur les réseaux sociaux, et on n'a pas encore d'éducation. On peut pas s'éduquer vu qu'on teste en permanence. Ça fait quand même 10 ans que ça existe. Ça existe, mais pas dans les poches de chacun, et pas à ce niveau-là. Vous parliez des 2 milliards d'utilisateurs actifs de Facebook, qui sont d'ailleurs, je crois, aux États-Unis en train un peu de baisser. Donc il y a aussi des formes de créativité qui arrivent via ces réseaux-là, sur Snapchat, il y a des gens qui quand même, ça change un petit peu les motifs de narration. La loi va changer. Heureusement que les hommes politiques commencent à réaliser leur folie d'avoir laissé 4 entreprises s'emparer de la vie des gens à ce point-là. Et donc j'espère qu'il va y avoir des contrôles, des nouvelles lois antitrust, peut-être même pourquoi pas nationaliser Facebook, nationaliser Google. Moi je suis archi-communiste à ce niveau-là, ça me dérange pas du tout. Pourquoi Google devrait appartenir à 3 personnes? C'est absurde. Avec l'impact que ça a dans nos vies et sur nos sociétés au final, on le voit notamment avec Facebook récemment. Ouais. Blaise, sur cette question, tu voulais rajouter quelque chose? Je te sentais frémir. Non, rien à ajouter. Très bien. Bon écoutez, si plus personne n'a rien à ajouter autour de la table, on va pouvoir conclure cette émission. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci beaucoup pour nos auditeurs et auditrices. Merci d'ailleurs à elles et à eux de nous suivre aussi régulièrement sur nos réseaux sociaux, sur iTunes et sur SoundCloud et sur Deezer et sur Spotify et sur tous ces réseaux sociaux dont on vient de parler. Quelle horreur. Bon, belle soirée, belle journée, ça dépend de quand vous nous écoutez. À très bientôt sur nos réseaux. Bye.